Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. De la création de la BOAD. 1. Les années d'incompréhension. Un an après l'accord de création de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, première réunion des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, à Lomé le 11 octobre 1974, première lézarde aussi dans l'édifice commun. Selon Histoire de l'Union monétaire ouest-africaine qui rapporte l'événement, la réunion des chefs d'État se tient à huis clos. Dans la soirée, à l'issue des travaux, un communiqué est publié indiquant que les chefs d'État réunis ont décidé de fixer le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, à Dakar et celui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD à Lomé. Ils se sont par ailleurs mis d'accord pour confier le poste de gouverneur à un ressortissant de la Côte d'Ivoire et celui de vice-gouverneur à un ressortissant de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, à titre provisoire. Concernant la BOAD, le poste de président reviendra à un ressortissant de la Haute-Volta et celui de vice-président à un ressortissant du Niger. La présidence de la conférence des chefs d'État est confiée au président Eyadema, et celle du Conseil des ministres à M. Edem Kodjo, ministre des Finances et de l'Économie du Togo. Le Bénin n'aura donc rien gagné, du moins dans les premières années de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Pas même le poste de président de l'institution. La question du siège de la banque a été vite évacuée à cette mémorable réunion, tenue dans la capitale togolaise le vendredi 11 octobre 1974. Lomé a été préféré à Cotonou, qui se voulait le nouveau pôle du socialisme scientifique sur le continent. La déception de Mathieu Kérékou, l'homme fort du Dahomey actuel Bénin, a été grande. Peut-être, les Béninois se souviennent-ils encore de son coup de colère au retour de Lomé. Le néocolonialisme africain est plus dangereux que l'impérialisme international, déclare-t-il à la presse nationale venue l'interroger au salon d'honneur de l'aéroport de Cotonou. En dehors de la voix de la Révolution, qui relaya l'information à longueur d'émission, aucun média international ne se préoccupa de l'état d'âme du chef militaire. En somme, un non-événement. La déception du gouvernement révolutionnaire béninois et de son chef a été certainement à la mesure de leur naïveté. Pour les autorités de l'époque, soucieuses de rompre les amarres avec Paris, il fallait trouver d'autres points d'attache. L'Union soviétique, l'allié politique naturel, paraissait pourtant lointaine et lente à accompagner l'expérience des militaires révolutionnaires. De ce fait, il ne restait plus que la coopération interafricaine pour donner de l'espace aux ambitions du gouvernement révolutionnaire. Le contexte s'y prêtait à merveille, tout au moins du côté des finances. Depuis la signature du traité du 12 mai 1962 instituant l'Union monétaire ouest-africaine, c'est en 1974, soit 12 ans plus tard que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'établissement en charge de l'activité d'émission monétaire a débuté l'africanisation de ses cadres avec la nomination de l'Ivoirien Abdoulaye Fadiga au poste de gouverneur. C'était un peu les débuts de ce qui deviendra, en 1994, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. Parallèlement, l'accord instituant la Banque ouest-africaine de développement, signé un an plus tôt à Paris, a été ratifié le 5 mai 1974 avec comme objectif de promouvoir le développement des États membres et de réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. À ce sujet, les statuts de la BOAD sont très explicites. En effet, l'article 2 stipule que la banque, directement ou par l'intermédiaire de filiales ou de fonds spéciaux constitués par elle ou des institutions nationales, devra contribuer notamment 1. À la collecte de disponibilités intérieures en conformité avec les législations nationales. 2. À la recherche de capitaux extérieurs par emprunt ou obtention de fonds de concours non remboursables. 3. Au financement par participation au capital, par octroi de prêts, aval, bonification d'intérêts, à des investissements ou activités ayant pour objet la construction ou l'amélioration d'infrastructures nécessaires au développement, l'amélioration des conditions et moyens de production, l'établissement de nouvelles activités.
Le transfert de la propriété des moyens de production et de distribution des biens et services à des personnes morales, publiques ou privées ressortissant de l'Union ou de l'un de ses membres, ou à des personnes physiques nationales de l'Union. Par ailleurs, les textes de la Banque indiquaient déjà que dans le choix des actions auxquelles elle apporterait son concours, la priorité serait donnée à celles qui faciliteraient le développement des États membres de l'Union les plus défavorisés par les conditions naturelles. Pour les nouvelles autorités du Bénin soucieuses d'exorciser les démons de l'instabilité politique et d'engager le pays dans la voie de la normalisation économique, la création de la BOAD offrait une chance supplémentaire. Dans la réalité, les choses évolueront tout autrement, contrariant le rêve des militaires révolutionnaires. De ce fait, la BOAD, dans ses débuts, aura été pour le Bénin une occasion de se rendre compte que sa politique indisposait plus d'un pays de la sous-région. Pour le Sénégal, par exemple, le nouveau Bénin rappelle une bien étrange expérience, celle du voisin du Sud, la Guinée de Sékou Touré. Et le rapprochement entre Cotonou et Conakry ne sera pas du goût de Dakar. Rien cependant ne sera fait, du moins officiellement, pour compliquer les relations entre les deux pays. Celles-ci n'étant pas autrement développées. Pour l'essentiel, elles se limitaient à des échanges universitaires avec notamment de nombreux étudiants béninois en formation à l'université de Dakar. En dehors de quelques rares déclarations du président Senghor en réponse à des questions de journalistes où il est revenu sur les choix politiques de ces deux pays, rien d'autre ne pouvait signaler la mauvaise humeur des autorités sénégalaises. Il ne restait donc plus que les espaces d'intégration économique et des relations multilatérales comme la BOAD pour entretenir les risques de tension et donner libre cours à la méfiance réciproque. De l'accueil des chefs d'État à l'ouverture du sommet. À sa descente d'avion, le vendredi 11 octobre 1974 à Lomé, le colonel Mathieu Kérékou, qui ne se doutait pas de l'issue du sommet, a déclaré qu'il attachait beaucoup d'importance à la réunion de l'UMOA, parce que, dit-il, elle nous permettra de faire un tour d'horizon des problèmes qui se posent au continent africain et en particulier à notre sous-région. Il a également rappelé que dès son avènement au pouvoir en octobre 1972, son gouvernement avait clairement défini l'orientation de sa politique étrangère, nous libérer de la domination étrangère. Pour ce faire, nous avions dit que nous devions d'abord compter sur nos propres forces, nos propres moyens, sur l'initiative de nos masses. Nous allons travailler en toute honnêteté, en toute franchise, et nous allons trouver des solutions à tous les problèmes que nous aurons à aborder durant le sommet, a-t-il conclu. De son côté, le président ivoirien, Houphouët-Boigny, a déclaré que le sommet de Lomé était la manifestation concrète de la volonté commune des États membres d'organiser dans l'intérêt de leur population la solidarité devant permettre le progrès continu, le progrès harmonieux des États membres de l'UMOA. Il a ensuite exprimé la conviction qu'aujourd'hui ses collègues et lui-même pourront jeter les bases d'une organisation qui fera honneur au Togo qui nous reçoit et également honneur à l'Afrique. Pour sa part, le colonel Kounché, le président nigérien, a indiqué il s'agit essentiellement de faire que notre union devienne un outil afin de favoriser le développement de nos États respectifs. Pour répondre à cette exigence, il fallait bien que l'UMOA, par rapport à ce qu'elle était avant, s'adapte, c'est-à-dire subisse certaines corrections eu égard aux accords et dispositions initiaux, de façon à apporter des assouplissements et des allègements. Le Niger, selon le colonel Kounché qui participait pour la première fois à une réunion interafricaine, ne saurait manquer de prendre une part active aux assises de Lomé. Et nous espérons qu'à l'issue des débats, il sortira quelque chose de bénéfique allant dans le sens de la promotion économique et sociale de notre pays. A-t-il ajouté. Interrogé sur l'ordre du jour du sommet de l'UMOA, le président Senghor a indiqué les différents points qui seront discutés par les chefs d'État avant de s'attarder avec ses envolées habituelles sur la crise économique mondiale. Je ne pense pas qu'il y aura guerre économique entre pays développés et sous-développés, entre pays producteurs et consommateurs. Nous avons toujours préconisé le dialogue et je pense que déjà dans le cadre de l'association euro-africaine, nous pourrons trouver la solution par un double dialogue, le dialogue euro-arabe et le dialogue arabo-africain qui a commencé et qui va se poursuivre méthodiquement. Des déclarations générales derrière lesquelles
se cachent des enjeux que les mots ne suffiront pas à dissimuler. Le président Eyadema, l'hôte du sommet, rappelle à l'ouverture de la conférence qu'il s'agit de la première réunion au sommet depuis la réforme de l'organisation. Cet événement marque le début d'une ère nouvelle dans la coopération de nos États entre eux, ainsi que l'instauration de relations spécifiques entre l'UMOA et notre partenaire français. Il donne en même temps le coup d'envoi de la mise en place des institutions et des structures nouvelles que prévoit la réforme conclue entre nous. Il précise que les chefs d'État auront à déterminer le siège des 2 banques de l'organisation et à en désigner les responsables. En soulignant cette évolution, le président togolais affirme que la nécessité de nombreuses et continuelles adaptations devait être admise comme une évidence. Nous ne devons pas nous effaroucher des décisions à prendre, des positions à affirmer, lorsque l'intérêt supérieur de nos nations le commande. Enfin, il estime que les États africains devraient affirmer leur détermination à bâtir des économies solides. Pour cela, nous devons nous débarrasser de la vieille mentalité de pays éternellement assistés pour compter sur nos propres forces. En sa qualité de doyen, le président Houphouët-Boigny prend ensuite la parole pour se féliciter de la discipline dont avaient fait preuve des États de l'Union dans leurs relations monétaires. Il remercie également les autorités françaises qui ont facilité la réalisation du souhait que soit transféré en Afrique le siège de l'Institut d'émission de l'Union. Le président ivoirien relève qu'au prix d'une discipline rigoureuse, librement consentie, les États de l'Union avaient obtenu des résultats très enviables. Notre monnaie est constamment demeurée forte et librement convertible. Cette stabilité financière nous a valu le respect de nos partenaires commerciaux et la confiance des investisseurs publics et privés. De cette capacité nouvelle que nous tenons aujourd'hui, il nous reste à montrer que nous sommes dignes. Les efforts que nous aurons à faire pour pallier les inconvénients de la conjoncture actuelle devront être acharnés et persévérants. C'est pourquoi la gestion de nos institutions monétaires et financières devra demeurer exemplaire. Les résultats du sommet. Commentant les résultats de la réunion, le général Sangoulé Lamizana de Haute-Volta, actuel Burkina Faso, se déclare très satisfait du déroulement des travaux. Le but de la réunion était d'africaniser les cadres du personnel de la BCEAO et de transférer le siège de cette banque en territoire africain, ce qui a été fait. Nous avons créé parallèlement une banque ouest-africaine de développement dont la mission est d'intervenir dans le développement social et économique de nos pays. Compte tenu de l'inflation mondiale et de la situation peu rassurante dans le domaine monétaire, les chefs d'État de l'UMOA ont décidé que les institutions seront mises en place le plus rapidement possible pour faire face à l'objectif que nous voulions atteindre, c'est-à-dire la bonne gestion de notre monnaie et ensuite, dans le cadre de la BOAD, la participation de cette banque à notre développement. Nous revenons de Lomé heureux et ravis, affirme le président ivoirien dès son retour à Abidjan. Ravis par tout ce que nous avons vu, entendu et senti. Heureux car l'objectif que nous nous étions fixé a été atteint et même au-delà. Nous voulions en effet consolider les liens fraternels qui nous unissent, en renforçant notre solidarité, afin de nous permettre d'obtenir au plus tôt les meilleures armes pour accélérer le développement économique de nos pays. Indiquant Q', après de longues heures de discussion et de dialogue, nous sommes parvenus au succès escompté. Il rappelle que le transfert de Paris en Afrique du siège de l'Institut d'émission est maintenant une réalité et que la BOAD qui vient d'être créée doit apporter un concours décisif à nos partenaires les plus défavorisés. Enfin, le président ivoirien souligne que les membres de l'UMOA avaient refusé les aventures monétaires. Notre monnaie est stable et convertible. Interrogé à son retour à Dakar sur la répartition des sièges et des postes et sur l'orientation générale issue de la conférence, le président Senghor précise : ce qui est important, ce n'est pas que telle banque soit dans tel pays ou que tel fonctionnaire soit nommé président. Ce qui est important, c'est le caractère particulier de nos regroupements en Afrique de l'Ouest, car ces regroupements sont fondés sur une stricte égalité et en même temps sur la solidarité. Par exemple, ajoute-t-il, la BOAD interviendra surtout dans les États les plus défavorisés et non pas au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est cette égalité et cette solidarité agissante qui sont les caractéristiques de notre énergie. Dès son retour à Niamey,
Le lieutenant-colonel Seyni Kounché, chef d'État nigérien, a souligné: au cours de cette rencontre, nous avons tenu à ce qu'un nouvel esprit anime nos délibérations, afin que la solidarité devienne effective et non affective. À propos de la répartition des sièges et des directions des deux institutions, il relève: dire que nous sommes satisfaits est beaucoup dire. Nous aurions voulu que notre solidarité soit mieux marquée par la répartition des sièges des deux banques. Toutefois, nous avons pu constater que nous ne sommes plus les parents pauvres et que l'on tient compte de la personnalité du Niger en tant qu'État et en tant que nation. Commentant les résultats de cette réunion, le chef de l'État du Dahomey fait remarquer qu'il espérait que la solidarité interafricaine jouerait en la circonstance, et qu'il n'est pas normal que ce soit toujours les plus nantis qui accaparent ces postes. La BCEAO est toujours sous contrôle français. Le transfert de son siège en Afrique exige que l'État qui l'accueille remplisse certaines conditions que le Dahomey ne remplit pas politiquement, en raison de l'option qu'il a prise le 30 novembre 1972 dans son discours-programme. À partir de ce moment, il était éliminé. Relayant les commentaires de milieux proches du sommet, l'agence France-Presse a évoqué l'éventualité d'un retrait du Dahomey de l'UMOA. La rumeur sera plus tard démentie par le ministre béninois des Finances Isidore Amoussou, à son retour de Ouagadougou où se sont tenues les réunions du Conseil des ministres de l'UMOA et du Conseil d'administration de la BCEAO, les 15 et 16 décembre 1974. Monsieur Amoussou précisera en substance: ma participation à ces réunions est significative. En effet, après les récentes mesures de prise en charge de certains secteurs économiques vitaux de notre pays, et malgré l'affirmation que le Dahomey reste membre de l'UMOA, d'aucuns nous prêtèrent l'intention de vouloir battre monnaie. C'est donc pour prouver notre volonté de rester membre de l'UMOA que j'ai assisté aux réunions de Ouagadougou. Il ajoutera que les rumeurs, soigneusement entretenues qui voudraient déduire de ces prises en charge l'annonce imminente de la conquête par le Dahomey de sa pleine souveraineté monétaire, procèdent d'une manœuvre de sape. L'exercice de la souveraineté monétaire exige d'autres contraintes que les mesures de prise en charge de certains secteurs économiques. Les républiques de Mauritanie et de Madagascar ont quitté la zone franc sans avoir pour autant proclamé la voie socialiste marxiste et léniniste de développement. Par contre, la République populaire du Congo, qui est notre aînée dans cette voie, n'est pas encore sortie de la zone franc. Il n'y a donc, à notre avis, aucune similitude à faire et aucune déclaration à tirer du fait de notre idéologie, en ce qui concerne l'exercice de notre souveraineté monétaire. L'hebdomadaire Jeune Afrique, l'une des rares publications paraissant hors de la zone UMOA à s'intéresser à la réunion de Lomé, a, sous le titre « Afrique de l'Ouest, les limites de l'indépendance », replacé l'événement dans le contexte de la crise économique et de l'indépendance monétaire vis-à-vis de Paris qui avait jusque-là en charge la gestion de la monnaie commune, le franc CFA. Presque un an après leur création, les institutions de l'UMOA vont donc entrer dans une phase opérationnelle. Étape décisive s'il en est, dans une conjoncture internationale pour le moins inquiétante, écrit le périodique. S'agissant des accords monétaires conclus avec Paris dont le transfert du siège de la BCEAO et la création de la BOAD en sont les conséquences directes, l'auteur de l'article écrit que les 10 accords disposent que les États africains peuvent, par une décision unanime, changer la parité actuelle du franc CFA. Sans préjuger l'avenir, on peut se demander dans quelle mesure cette situation peut être envisagée. Car les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles le paraissent. En particulier, la distance qui sépare la plupart des pays membres et la fragilité de leurs économies prises isolément, les ferait réfléchir avant toute démarche dans ce sens. Sans compter que les relations économiques avec la France, qui garantit encore leur monnaie, les placent dans une situation favorable. Comme l'écrit Togo Presse, toute fluctuation de l'économie en France se répercute aussitôt sur la nôtre. Dans ces conditions, des aménagements s'imposent. Et seuls nos chefs d'État sont habilités à les inventorier d'abord, et à les faire accepter ensuite par nos partenaires de la zone franc. Autant dire que l'indépendance économique totale n'est pas pour demain. 2. Les suites du sommet de Lomé ou les nouveaux axes d'amitié. La nomination du ministre béninois du Plan, Aboubacar Baba Moussa au poste de président de la BOAD en février 1982,
consacre la fin des années de bouderie qui avaient marqué les débuts de la création de l'institution régionale de financement du développement. Si le chef de l'État nigérien Seyni Kounché ne pouvait être accusé de verser dans la logorrhée marxiste de son voisin dahoméen Mathieu Kérékou, il n'a pas été moins déçu des résultats du sommet de l'UMOA tenu à Lomé pour statuer sur le choix des sièges des institutions financières de l'UMOA et la nomination de leurs responsables. La réaction de Mathieu Kérékou et les échanges peu amènes qu'il a eus avec certains des participants à la réunion de Lomé indiquaient clairement qu'un climat de méfiance allait durablement s'installer dans les relations entre Cotonou et différentes capitales de la sous-région. Dans l'immédiat, l'axe Cotonou-Niamey paraissait exempt de toute turbulence. Le 20 novembre 1974, soit un mois et quelques jours après le sommet de l'UMOA, Seyni Kounché était en visite à Cotonou, occasion pour les deux présidents de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération dans tous les domaines. Situant son voyage dans le cadre de la prise de contact avec les chefs d'État des pays limitrophes du Niger, le lieutenant-colonel Kounché a déclaré que pour le peuple nigérien, le Dahomey est une porte ouverte sur le monde extérieur et un cordon ombilical. Il a, par ailleurs, précisé que sa présence était le symbole de la marque de sympathie et de considération pour tout ce que le Dahomey et ses autorités avaient fait pour le Niger, particulièrement lors de la période critique pendant laquelle des problèmes de ravitaillement s'étaient posés à son pays. Le colonel Kounché faisait allusion à la sécheresse de l'année précédente. Dans le traditionnel communiqué conjoint qui a marqué la fin de la visite de Seyni Kounché, on pouvait lire « Sur le plan africain, les deux chefs d'État ont insisté sur la solidarité plus agissante qui doit exister entre les États membres des organisations interafricaines. On ne peut s'empêcher de penser à l'UMOA et à la frustration des deux présidents lors du sommet de Lomé. Kounché et Kérékou pouvaient rêver donner plus de contenu aux relations entre les deux pays. La preuve, 5 mois après cette visite, le chef de l'État nigérien faisait escale à Cotonou, de retour d'une visite de 3 jours au Ghana. Du côté de Lomé, les relations n'étaient pas des plus cordiales. Les autorités des deux pays ont tenté, du moins formellement, d'en limiter la portée. La preuve, à la suite de problèmes frontaliers occasionnant des accrochages entre les populations d'Agoué-Bénin et celles d'Agoué-Ghane-Togo, les ministres de l'Intérieur des deux pays s'étaient réunis le 1er septembre 1975, donc moins d'un an après le sommet de l'UMOA, aux fins d'examiner certains problèmes frontaliers qui pourraient entraver les relations de bonne coopération et d'y trouver les solutions nécessaires. Mais quelques semaines seulement après cette rencontre, le Bénin ferme sa frontière terrestre avec le Togo. Il en sera ainsi jusqu'au 25 mars 1976, date à laquelle les autorités béninoises décident de rouvrir la frontière. Auparavant, il y a eu le sommet tripartite de Conakry, réuni le 20 mars à l'initiative du président guinéen Sékou Touré. Les présidents Kérékou et Eyadema se sont retrouvés à Conakry pour exposer leurs griefs et convenir d'un nouveau départ dans leurs relations. En se rendant à Conakry, la délégation béninoise était, dit-on, préoccupée de trouver au plus tôt une solution révolutionnairement juste à ce différend, pour faire échec à la politique impérialiste de diviser pour affaiblir, affaiblir pour vaincre, vaincre pour régner, et sauvegarder les intérêts fondamentaux des deux peuples et de notre mère commune, l'Afrique. En écho, Sékou Touré, l'hôte guinéen, a au terme des discussions proclamé qu'aujourd'hui à Conakry se sont déroulés sous le signe de la maturité politique et morale des peuples d'Afrique, des entretiens empreints de fraternité, de sincérité et doublés d'une commune volonté de victoire à inscrire au nom de l'Afrique tout entière, l'Afrique qui veut être indépendante et totalement libre. La déclaration publiée à cette occasion reprend en 7 points l'essentiel des engagements auxquels ont souscrit les deux présidents. Le gouvernement du Togo et le gouvernement du Bénin s'engagent à renoncer définitivement à la fermeture des frontières entre les deux pays. Considèrent et affirment que la seule coopération franche et loyale, l'amitié sincère et la compréhension mutuelle basée sur la confiance réciproque et sur la pérennité des intérêts des peuples africains en général, et des peuples en particulier, est de sauvegarder la sérénité des liens de fraternité qui ont toujours existé entre le Togo et le Bénin. En vue de concrétiser cette nouvelle politique entre les deux États,
les deux parties s'engagent à faire renaître la confiance réciproque par des actes pratiques, notamment par la réouverture des frontières entre les deux pays à partir du jeudi 25 mars 1976. Les mesures appropriées seront prises de part et d'autre avant cette date. L'interdiction formelle et définitive de toute activité subversive dirigée contre l'un quelconque des deux États, à partir du territoire de l'autre. L'instauration de contacts aussi fréquents que possible entre les deux chefs d'État et leur gouvernement, en vue de s'informer mutuellement et barrer la route à l'ennemi. Décide de tout mettre en œuvre pour créer les conditions objectives propices au rétablissement des relations amicales et fraternelles entre les deux pays. Confirme la validité de tous les accords liant le Togo et le Bénin, et s'engage à faciliter leur application, notamment par la réactivation de la commission mixte paritaire créée par les deux pays dans un esprit de totale amitié et de sincère fraternité. Salue les efforts déployés de part et d'autre pour trouver une solution heureuse et durable à ce regrettable différend entre les deux États, afin de sceller définitivement leur réconciliation. Décide d'une rencontre des deux chefs d'État dans les meilleurs délais, et de l'organisation de contacts fructueux en vue de traduire et consolider la réconciliation intervenue. En application des conclusions du sommet de Conakry, la frontière entre le Bénin et le Togo a été réouverte le jeudi 25 mars 1976. Une cérémonie riche en couleurs a réuni les ministres de l'Intérieur des deux pays entourés d'une foule en liesse. Le même jour, le ministre togolais de l'Intérieur signait 2 arrêtés. Au terme de ces arrêtés, 25 ressortissants béninois en situation difficile avec le régime de Cotonou étaient expulsés du Togo et interdits de séjour sur le territoire togolais. Au nombre de ceux-ci, on retrouve des noms bien connus comme Zinsou Émile Derlin, Oumbeji Adrien, Lemoni Delphonse, Odonou Valentin, Kenom Philippe, Nikwe Urbain, Darbou Paul, Adotevi Amédéo. 3 mois plus tard, Kérékou était en visite officielle à Lomé, tournant ainsi les pages de la méfiance et des accusations réciproques. L'évolution des relations avec la BCEAO et la BOAD suivra la même courbe, mais de manière moins spectaculaire. Déjà, le 8 décembre 1975, soit 11 mois après sa nomination, M. Abdoulaye Fadiga, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, était à Cotonou. Au sortir de l'entretien avec le président Kérékou, il a déclaré « Je suis arrivé en République populaire du Bénin en provenance de Niamey, dans le cadre des contacts habituels que j'ai avec les autorités de tous les États membres. Vous vous souvenez en effet, il y a 11 mois de cela, nouvellement nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, j'avais rendu une visite de courtoisie à l'ensemble des chefs d'État et en particulier au président Kérékou pour lui dire quelles étaient mes intentions en ce qui concerne les tâches que les chefs d'État avaient consignées au gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Après 11 mois donc, il était normal que je revienne en RPB pour faire le point de la situation. M. Fadiga a indiqué que l'une des premières tâches que les chefs d'État et le Conseil des ministres lui ont assignées était le problème de l'africanisation de la Banque centrale. J'ai donc dit au président Kérékou en ce qui concerne les 6 agences nationales, qu'elles sont désormais toutes entre les mains des nationaux des 6 États. Donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Niger en Haute-Volta et en République populaire du Bénin, les responsables, les directeurs de ces agences sont effectivement des ressortissants des États, que j'ai pris un certain nombre de dispositions qui tentent à faire en sorte que les directions centrales principales soient tenues par des nationaux, ressortissants des États membres de l'UMOA. Quelques jours plus tard, M. Fadiga était encore à Cotonou, précisément le jeudi 8 avril 1976. Il était en tournée dans l'ensemble des États membres de l'UMOA, pour recueillir la signature des 6 chefs d'État sur le parchemin devant être scellé au nouveau siège de la Banque centrale à Dakar. Du côté de la BOAD, le Burkinabé Pierre Claver Damiba a été reçu en audience par le président Kérékou le jeudi 22 avril 1976. Le tout nouveau président était en tournée dans les capitales des États membres de l'UMOA pour, dit-il, identifier les projets, les opérations, les programmes susceptibles d'obtenir le concours financier de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il a donc exposé les objectifs de sa tournée au président Kérékou. Après sa rencontre avec ce dernier,
Pierre Claver Damiba a précisé que ces prises de contact avec les responsables politiques des pays membres de la BOAD étaient indispensables avant le démarrage effectif des opérations de l'institution financière interafricaine. Pendant son séjour à Cotonou, le président de la BOAD a eu des séances de travail avec différents responsables de ministères en vue de faire le point des activités sectorielles pouvant nécessiter des investissements. 3. L'intermède Baba Moussa. Monsieur Damiba a été le pionnier appelé à poser les jalons pour assurer à terme l'envol de l'entreprise commune. Cet envol ne devait commencer que bien plus tard avec Aboubacar Baba Moussa. Seulement pour diverses raisons non éclaircies, le Bénin ne suivra pas le mouvement. Ousmane Batoko, qui a été à plusieurs reprises ministre au moment de la Révolution, se souvient. Je n'ai pas suivi le président Baba Moussa au quotidien dans ses initiatives comme dans ses œuvres au niveau de cette institution régionale, mais je pense quand même que pendant son mandat à la tête de cette institution, le Bénin a pu bénéficier de beaucoup de projets un peu à l'image de ce que le président Boni Yayi, en son temps, a eu à faire. Il est vrai qu'en termes de volume et d'enveloppe, Boni Yayi a certainement quadruplé voire quintuplé l'action de Baba Moussa au Bénin. Mais Baba Moussa, tout comme Boni Yayi, a toujours eu en arrière-plan l'impact que son action pourrait avoir sur le développement. En outre, si mes souvenirs ne me trompent pas, à l'époque de la Révolution, puisque moi-même j'étais au gouvernement, lorsque nous faisions les bilans de l'action gouvernementale et en particulier celle des ministères au plan du développement et au plan de la consommation des crédits, nous étions pratiquement autour de 16 à 20% de consommation des crédits. Cela signifie que les fonds ne manquaient pas, mais que ces fonds n'étaient pas utilisés. Tout cela parce que les procédures étaient compliquées, ou que les initiatives qui devraient déboucher sur la mise en œuvre des projets n'avaient pas suivi ou encore parce que la bureaucratie avait pris le pas sur le pragmatisme et l'efficacité. Effectivement, Aboubacar Baba Moussa suppliait pratiquement le gouvernement béninois de venir chercher des fonds à la BOAD. Lui, dans sa position, ne pouvait inventer ou imaginer les projets pour le Bénin. Les tentatives qui avaient été faites à l'époque n'avaient pas permis à Baba Moussa de concrétiser les ambitions qu'il avait pour le Bénin, d'autant que certains dossiers étaient mal ficelés. Des Béninois pensaient qu'il suffisait de dire pour que les fonds soient débloqués, alors qu'il y a des formes de présentation du projet qu'il fallait respecter. Interrogée, Madame Adizatou Baba Moussa, l'épouse de l'ancien président de la BOAD, a confirmé les propos de Batoko. Il est entré à la BOAD en février 1982. Il en est sorti en 1995. Je dois quand même dire que son passage à la BOAD n'a pas laissé suffisamment d'empreintes du côté du Bénin. Malheureusement dans le temps, comme lui-même a eu à le déplorer publiquement à la télévision, il semble que les cadres du Bénin bloquaient les dossiers. Tout ce qu'il accordait comme prêt n'étant pas utilisé. Comme un malheur n'arrive jamais seul, Baba Moussa a souffert également de l'incompréhension et de la jalousie de certains de ses proches, ceux-là qui constituaient sa famille politique naturelle. La désignation en février 1990 de Nicéphore Soglo au poste de Premier ministre de la Transition, et son élection comme président de la République en 1991 et récemment l'élection de Boni Yayi au poste de président de la République confirment, s'il en était besoin, que les postes internationaux sont perçus au Bénin comme des positions privilégiées, d'où leurs titulaires peuvent être sollicités pour de grandes responsabilités au niveau national, par exemple. Étant à la tête de la BOAD, Baba Moussa ne pouvait pas faire exception à la règle. Il était pressenti pour de hautes fonctions au niveau du Parlement. Baba Moussa devrait au préalable se libérer de ses obligations à la tête de la BOAD et se faire élire député aux législatives de 1996. Mais les précautions que Baba Moussa avait prises ne lui servirent à rien. Pourquoi ? Voici ce qu'en dit Batoko, plus de 10 ans après les faits. Bon, je dois dire que nous-mêmes qui étions proches de Baba Moussa avons été victimes du raté que son ascension politique a connu. Moi, je vais le dire, et souligner au passage que Far Alafia, notre parti, n'aurait pas connu l'existence et les parcours qui ont été les siens sans Baba Moussa. C'est Baba Moussa qui, en dehors des initiatives que nous avons prises de façon éparse, a été un peu le levain, le rassembleur de toutes ces initiatives qui ont contribué à la naissance du Far Alafia.
C'est à dessein que le parti s'appelle Front d'Action, preuve qu'il est la résultante de groupuscules de partis politiques créés çà et là, dont un parti que Baba Moussa avait lui-même créé et dont il ne pouvait pas assumer la direction et la responsabilité au regard de son statut de fonctionnaire international et de président de la BOAD. Des personnes comme nous ou le président Abdou Saliou de la Cour suprême avions été pressentis pour animer ce parti-là. Nous avions convenu à la naissance du Phare Alafia qu'une fois le président Baba Moussa serait libéré de ses engagements internationaux, en particulier de ses obligations à la BOAD, nous lui céderions la tête du Phare Alafia. Cela avait été ainsi négocié avec les principaux responsables du Phare Alafia, dont en particulier Feu Saka Saleh. Nous avions eu des déplacements sur Lomé, et la chose avait été ainsi entendue qu'une fois que Baba Moussa ne serait plus président de la BOAD, le congrès ordinaire du Phare Alafia qui allait suivre devrait le porter à la tête du parti. Mais les ambitions humaines étant ce qu'elles sont, les hommes étant eux-mêmes ce qu'ils sont, les engagements ont été simplement passés sous silence. Il faut souligner que quelque part, il y a eu trahison, parce qu'à un moment donné, personne ne s'est plus rappelé ce qu'on avait prévu, en particulier à l'occasion du congrès de Nati Tingou en 1997. À cette occasion, Baba Moussa a joué les pompiers pour éteindre le feu entre les tendances Saka Saleh et Saka Kina, parce que finalement, c'est Baba Moussa et d'autres bien entendus qui sont intervenus sous forme d'un comité informel des sages du parti pour mettre les deux tendances d'accord et passer la main à Saka Kina. Mais au moment où tout cela se tramait, personne ne s'est plus rappelé ce que nous avions dit à propos du positionnement de Baba Moussa à la fin de son mandat à la BOAD. C'est ce qui explique entre autres choses d'ailleurs, que l'invalidation de son élection à l'Assemblée nationale a été réparée avec la présentation de son épouse à sa place. Sinon Baba Moussa lui-même pensait que c'est moi qui devrais prendre sa place comme candidat pour les législatives après l'invalidation de son élection. Mais on a convenu quand même pour rester dans une certaine logique, que lui n'ayant pu être élu, que ce soit son épouse qui le remplace. Mais ce replâtrage ne dura que le temps d'une législature, comme en témoigne Madame Hadizatou Baba Moussa. Puisque moi-même je n'étais pas préparé, je n'avais pas un électorat. Une fois lancé dedans, il m'a demandé si je voulais continuer et je lui ai répondu que non. Moi, cela ne m'intéresse pas. Voilà comment moi je me suis dégagé de la politique. Je militais mais cela ne me disait rien d'être député. Et si derrière ce revers politique se cachait la main du général Kérékou? Depuis la fin de la présidentielle de 1991 où Baba Moussa avait été le directeur de campagne du candidat Kérékou, les deux amis d'hier étaient devenus comme des ennemis. Sans nier cette soudaine inimitié, Batoko qui était proche de l'un et de l'autre se refuse à l'allier à des considérations financières. Il n'avait pas, dit-il, manqué de les interroger sur le différend qui les opposait. Quand j'ai interpellé Baba Moussa sur la question, il m'a dit qu'il devait y avoir un quiproquo et que Mathieu Kérékou aurait fait une mauvaise interprétation d'acte qu'il aurait posé. Nous devons nous revoir sur la question plus tard, étant entendu que le jour où on en discutait, peu de temps après qu'on eut commencé, des gens étaient venus le voir, ce qui a fait que le débat ne s'était pas poursuivi. Je n'ai plus eu l'opportunité de revenir sur la question plus tard, et cela jusqu'à sa disparition brutale en 1997. 2. La contribution de la BOAD au développement du Bénin. À travers les 1100 projets qu'elle a financés sur l'ensemble du territoire national, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD apparaît, aux yeux des Béninois, comme une institution financière résolument engagée dans la lutte contre la pauvreté, une image sans doute bénéfique pour la direction de l'institution et en premier lieu pour son très médiatique président Boni Yayi. Lundi 2 février 2004. Une cérémonie à laquelle le personnel du ministère des Finances et de l'Économie semble bien coutumier. La signature d'un accord avec la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Les signatures d'accords avec la BOAD ne se comptent plus. Elles sont légion et parfois se déroulent dans des cadres autres que cette salle de conférence du ministère. Cette fois, l'accord concerne la réduction d'une partie de la dette du Bénin vis-à-vis de la banque. Pour la circonstance, le ministre Grégoire Laourou et le président de la BOAD, Boni Yayi, sont assis côte à côte.
La Banque ouest-africaine de développement BOAD consent à la République du Bénin un allègement complémentaire de dette d'un montant de 4,5 milliards de francs CFA dans le cadre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Il s'agit là d'une nouvelle trouvaille de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI. Selon ces nouveaux critères d'appréciation de l'économie des pays en développement, le Bénin a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE, avec la finalisation du document de stratégie de réduction de pauvreté, DSRP, depuis le 24 mars 2003. Ainsi, le Bénin peut attendre des bailleurs de fonds des efforts d'allègement de ses dettes. C'est dans ce registre qu'il faut classer ce geste de la BOAD qui porte à 8,2 milliards de francs CFA, le montant total d'allègement de dette accordé par l'institution régionale au Bénin. Pour le ministre des Finances et de l'Économie, Grégoire Laourou, avec cet allègement, l'encours de la dette du Bénin envers la BOAD qui était estimé à 34,5 milliards de francs CFA en avril 2003 passe à 30 milliards de francs CFA. Il a salué par ailleurs les efforts du président Boni Yayi et de ses collaborateurs pour l'assistance appréciable qu'ils accordent au Bénin dans le cadre de la réduction du fardeau de la dette et du financement de la lutte contre la pauvreté. Avec cet allègement total de 8,2 milliards de francs CFA de dette, le Bénin libère 13,6 milliards de ressources budgétaires sous forme d'économies venant renforcer les moyens de lutte contre la pauvreté. Vendredi 26 septembre 2003, une autre cérémonie de signature de contrat avec les mêmes préoccupations. La BOAD, représentée par son président Boni Yayi, consent un prêt d'un montant de 9 milliards de francs CFA au projet de liaison à fibres optiques entre le Bénin et ses voisins de l'UEMOA. Cela vaut bien une cérémonie autour du président Boni Yayi et Sani Sabi Soumanou, le directeur général de l'Office des postes et télécommunications, OPT du Bénin. 9 milliards de francs CFA seront alloués à l'OPT sous forme de prêt au projet de liaison à fibres optiques entre le Bénin et les pays limitrophes membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce projet d'un coût initial de 12 milliards de francs CFA permettra de relier au point d'atterrissement de Cotonou les réseaux nationaux de télécommunications du Burkina Faso, Niger et du Togo. 3 artères de câbles à fibres optiques, d'une longueur totale de 760 km, vont être construites entre Cotonou et la frontière du Togo et entre Parakou et les frontières du Burkina Faso et du Niger. Chacune de ces artères sera capable d'acheminer des communications téléphoniques simultanées et plusieurs canaux de télévision. En même temps qu'il fournit ces connexions sous-régionales, le projet comporte également un volet de modernisation des liaisons nationales nord-sud, l'installation d'un centre de transit national et international à Parakou, pour sécuriser les centraux de Cotonou. Enfin, il prend en compte la fourniture et l'installation d'équipements de téléphonie rurale dans une vingtaine de localités dans les départements de l'Atlantique, du Mono, de l'Atakora et de la Donga. Le directeur général de l'OPT, Sani Sabi Soumanou, a indiqué que ce projet entre non seulement dans le cadre de la numérisation de l'axe Cotonou-Dakar mais aussi participe à rentabiliser l'investissement que l'OPT a consenti dans la construction d'atterrissement du sous-marin à fibres optiques de Cotonou. Pour Yayi Boni, le président de la BOAD, la signature de ce contrat est un saut qualitatif qui introduit de plain-pied le réseau des télécommunications du Bénin dans l'infrastructure mondiale de l'information avec les caractéristiques d'une homogénéité durable. Il a cependant attiré l'attention des responsables de l'OPT sur le point faible des pays africains, notamment l'insuffisance, maintes fois constatée, de la capacité d'assurer la pérennité du fonctionnement des infrastructures. Pour des investissements aussi coûteux en capital, la rentabilité est intimement liée, autant à la croissance des capacités commerciales, qu'à la qualité de service et à la durabilité de l'exploitation. Les interventions de la BOAD au Bénin couvrent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Pendant longtemps, la majeure partie des investissements consentis par la banque concernaient le secteur public avec la construction de routes, de pistes rurales et d'infrastructures d'intérêt public. L'aménagement et le bitumage de la route Cotonou-Porto Novo en sont une illustration. D'un coût total de 47,32 milliards de francs CFA,
les travaux ont nécessité la participation de 4 bailleurs dont la BOAD, laquelle a apporté un concours financier de 5 milliards de francs CFA, ce qui a permis d'aménager cette route en 2 voies larges chacune de 7 mètres de Cotonou à Sémai. Le tronçon Sémai-Porto Novo, lui, se présente sous la forme d'une chaussée unique. Les avantages de cet ouvrage sont indéniables: confort de conduite pour les automobilistes et sécurité du trafic. L'aboutissement de la phase 2 des travaux d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou a été possible grâce à la présence de la BOAD qui a permis d'impliquer d'autres bailleurs de fonds pour rassembler les 6 338 milliards de francs CFA nécessaires. Par ailleurs, la BOAD participe au financement des études relatives à l'axe Akosombo, place du Souvenir. En dehors de Cotonou, la BOAD a contribué dans la ville de Porto Novo pour 4 milliards de francs, aux travaux de pavage de voies et autres travaux de voirie. À Parakou, la présence de la BOAD n'est pas moins significative. Bien au contraire, puisqu'elle a contribué pour 5,1 milliards de francs à la construction de collecteurs dans le cadre de l'aménagement des voiries urbaines. En outre, avec 4,5 milliards, la BOAD a facilité l'acquisition de groupes électrogènes pour pallier durablement aux problèmes de délestage auxquels la ville avait été longtemps exposée. En dehors de ces 3 villes, la BOAD s'est illustrée par des interventions d'utilité publique. C'est le cas de la réhabilitation de la route Dassa-Zoumé-Parakou. La banque y a financé les travaux à hauteur de 1,5 milliard de francs. Plusieurs missions dépêchées par l'institution financière ont conclu à la pertinence du projet. Idem pour la route Parakou-Djougou-Natitingou, où le trafic a doublé à la faveur de la réhabilitation de la voie. On pourrait encore citer plusieurs autres travaux ayant bénéficié du concours de la BOAD. Parakou-Djougou a nécessité une contribution de 3 milliards de francs CFA de la BOAD. Savalou-Djougou, une route longue de 228 km entièrement achevée, a requis la mobilisation de 28,486 milliards de francs CFA de la part de plusieurs partenaires. La BOAD seule y a contribué pour 5 milliards de francs CFA. Les avantages de l'aménagement et du bitumage de cette route se passent de commentaires pour cette zone à fortes potentialités agricoles. Fini donc les problèmes d'enclavement avec les difficultés d'écoulement des produits sur les marchés limitrophes. En reliant 2 villes comme Savalou et Djougou, l'une à vocation agricole et l'autre commerciale, on ne peut mieux favoriser l'intégration de l'économie du Bénin et celle du Burkina voisin. Parallèlement à ces travaux d'aménagement et de bitumage, la BOAD ne s'est pas moins préoccupée des contrées les plus reculées du pays. Dans les seuls départements de l'Atakora et de la Donga, par exemple 231 km de pistes rurales ont bénéficié des faveurs de la Banque régionale. À cela s'ajoutent des retenues d'eau, un autre grand volet des investissements de la BOAD dans ces 2 départements et plus précisément dans l'Atakora. Avec la construction de retenues d'eau et le forage de puits à grand diamètre devenus des lieux de rassemblement des populations, la BOAD a permis le développement de cultures maraîchères et la promotion de cultures de contre-saison dans les villages bénéficiaires de sa sollicitude. Les besoins en eau pour la lessive, le ménage et l'abreuvage des troupeaux sont aujourd'hui pleinement couverts. La volonté de la BOAD de contribuer au bien-être des franges les plus vulnérables de la population s'est traduite par l'appui apporté au projet d'hydraulique pastorale et agricole. Il s'agit d'un projet en 3 phases successives de construction de 55 retenues d'eau réparties sur l'ensemble du territoire national. Les débuts de cette initiative remontent à un voyage du président Kérékou au Burkina voisin. Le président a été surpris de constater qu'un pays sahélien comme le Burkina produise autant de fruits et de cultures hors saison. Ce projet de 4 milliards de francs CFA, dont la contribution de la BOAD s'élève à 86% du total, participe certainement de la volonté du Bénin à maîtriser l'eau pour l'irrigation, l'élevage et la pisciculture. Sur un tout autre plan, celui de l'alimentation et de la commercialisation de produits agricoles, la BOAD apporte son soutien au programme de développement des plantes à racines. Un crédit de 2,5 milliards a été débloqué par la Banque régionale comme appui à l'amélioration de la productivité des racines et tubercules ainsi qu'à leur transformation et à leur commercialisation. Outre le secteur routier et le monde rural, où sa présence ne fait plus l'ombre d'un doute,
La BOAD s'est illustrée dans les secteurs portuaires et aéroportuaires grâce à des financements significatifs. Ainsi, le port autonome de Cotonou a reçu 6,385 milliards de francs CFA sur un total de 7,1 milliards prévus pour la réhabilitation d'infrastructures afin de le rendre plus compétitif. Dans le domaine aéroportuaire, la centrale électrique de l'aéroport, la tour de contrôle, les balises et les lampes d'approche de la piste d'atterrissage ainsi que d'autres équipements bénéficient de crédits pour leur renouvellement. Ce projet étalé sur plusieurs années, 2000 à 2006, vise à doter l'aéroport de Cotonou d'infrastructures conformes aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Depuis peu, le secteur privé bénéficie d'autant de sollicitudes que le secteur public de la part de la BOAD. Quelques exemples pour l'illustrer. L'industrie béninoise des corps gras, IBCG, société créée à la suite de la privatisation de la Société nationale des industries des corps gras, SONICOG, a par exemple obtenu différents concours de la BOAD. Elle a pu construire une nouvelle raffinerie avec toutes les annexes dont 9 tanks d'une capacité de 4,5 tonnes chacun. En outre, les usines de Invi et Ouin, propriétés d'IBCG, ont été réhabilitées ainsi que la savonnerie d'Agbokou, à Porto Novo. L'appréciation de Joseph Gabin-Dossou, directeur général de l'IBCG, en dit long sur les relations entre sa société, filiale du groupe L'Aiglon, et la BOAD. La BOAD est plus qu'un partenaire. Elle nous a accompagnés non seulement au Bénin à travers l'IBCG et LCB, tout le groupe Aiglon est soutenu par la Banque régionale. Elle nous a accompagnés en dehors du Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Nous travaillons en ce moment pour bénéficier du soutien de la BOAD au Sénégal et au Togo. Pour nous, la BOAD est plus qu'un partenaire. Elle est un allié. FLUDOR, la société productrice d'huile alimentaire à base de graines de coton, attend beaucoup de la BOAD. Les premiers apports de la banque ont en effet permis le démarrage des activités de l'entreprise en 2000. Il s'agit d'une contribution évaluée à 1,300 milliards sur un total de 7,124 milliards de francs CFA. Avec les cimenteries de la place, la BOAD développe un partenariat salutaire pour le développement du secteur. La Société des ciments du Bénin, SCB, a doublé sa capacité de production avec le concours de la BOAD. La production qui était jusque-là de 200 tonnes l'an est portée à plus de 450 tonnes. Selon le directeur général, Dieudonné Sekloka, le partenariat avec la BOAD est un partenariat exemplaire, en ce sens que lors des négociations, nous avons chacun de son côté fait état de nos préoccupations. Nous avons ensuite pris des engagements réciproques qui ont été jusque-là respectés. Par ailleurs, le groupement SCB Lafarge, bénéficiaire de la location-gérance du complexe cimentier Donic-Bolo, a obtenu de la BOAD un crédit de 4,5 milliards pour la réhabilitation du complexe et porté la production annuelle de ciment de 180 tonnes à 400. Avec les banques commerciales au Bénin, la BOAD a su développer des relations d'affaires soutenues, comme l'attestent les responsables de ces institutions. Paul Desremeaux, administrateur délégué de Bank of Africa Bénin, BOA. C'est un partenariat multiforme. La première composante, c'est que la BOAD est un actionnaire fondateur de BOA Bénin. C'est grâce à son appui et à une participation active de sa part qu'en 1989, la BOA a été portée sur les fonds baptismaux. Nous ne pouvons oublier le rôle essentiel qu'elle a tenu en la matière. Depuis, la BOAD a été un administrateur actif et très constructif au sein de notre conseil d'administration. Elle a été un soutien financier et un partenaire permanent. Elle nous a accompagnés dans beaucoup de projets que nous avons menés depuis lors. Il y a eu une époque où on a beaucoup parlé de la fin des banques de développement. La BOAD fait, à mon sens, figure d'exception en la matière. Elle a toujours été caractérisée par des dirigeants successifs qui l'ont toujours menée par une extrême rigueur et un très grand professionnalisme, grâce à une équipe de bonne qualité. Autre caractéristique, sa très forte implication dans les investissements majeurs des pays, investissements en termes d'infrastructures et de soutien au secteur privé. Bref, c'est une institution qui depuis longtemps a joué un grand rôle dans l'évolution de chacun des pays comme dans la construction progressive mais de plus en plus rapide de l'intégration régionale.
La Banque internationale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.